Anglaise. Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver de nouveau. Ce matin, on est ensemble jusqu'à 13h pour les débats de l'été. On débat de l'actualité, de toute l'actualité. On viendra notamment sur cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Incroyable fête hier soir. Est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous réagissez, vous nous appelez 0826 300 300. Et puis sur le Facebook de Sud Radio, on lira bien sûr vos commentaires. On en débattra avec nos débatteurs du jour à partir de 10h30. Mais pour l'heure, on commence avec notre premier invité. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Invité politique pour démarrer cette émission, puisque je reçois Martine Vassal, présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, conseillère municipale d'hiver droite de Marseille. Bonjour Martine Vassal. Bonjour à vous. Un grand merci d'être avec nous ce matin. Les consultations pour Matignon continuent. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit plusieurs élus locaux, Carole Delga, Renaud Muselier pour l'association Région de France et puis David Lisnard de l'association des maires de France. Vous-même, est-ce que vous serez reçu par le président de la République, Martine Vassal? Alors, tout à fait. Il y a également François Sauvadet qui sera reçu en début d'après-midi. Pour les départements. Pour les départements de France. C'est important justement de pouvoir donner son avis sur la situation actuelle. Les élus locaux sont souvent mis à dure épreuve. Ce sont ceux qui sont le plus près de la population et qui connaissent parfaitement les problématiques des Français et des Françaises. Donc c'est une très bonne chose que le président de la République écoute les élus locaux. Et je vous repose la question. Alors effectivement, François Sauvadet sera présent cet après-midi, vous m'avez dit. Vous êtes la première vice-présidente de l'Assemblée des départements de France. Ce serait logique que vous soyez reçu avec lui, non ? Écoutez, l'important c'est qu'ils reçoivent les départements de France. François Sauvadet est notre président. Il est tout à fait apte à pouvoir porter la parole des 103 départements de France. Et donc on lui fait toute confiance et vous savez, on échange régulièrement avec lui et je suis sûr qu'il va passer des bons messages. Est-ce que vous plaidez en faveur d'un gouvernement d'élus locaux venant des territoires ? Je plaide avec l'ensemble de mes collègues sur surtout un gouvernement qui tienne compte des élus locaux. Les élus locaux, vous savez, on vient les chercher très souvent quand ça va pas. Ça a été le cas pendant la crise du Covid, pendant la crise des Gilets jaunes, pendant la crise des agriculteurs. On est là, on sert de tampon, que ce soit le maire, que ce soit des présidents d'institutions. Et donc c'est important qu'on puisse expliquer au président de la République et donner le pouls de la France, parce qu'aujourd'hui la France elle va mal. Il y a une vraie fracture qui s'est ouverte lors des dernières élections à la fois européennes et législatives. Et donc derrière, il faut colmater tout ça rapidement. Et pour ça, entendre les élus locaux, c'est une très bonne chose. Les considérer également, écouter leurs problématiques et aussi... Les considérer, ça veut dire quoi, Martine Vassal, exactement, concrètement? Ça veut dire quand on donne des exemples, on donne des directions, on alerte également sur la situation actuelle. C'est ce qu'on fait depuis très longtemps. Il faut en tenir compte parce que on est au contact des Français et on est désolé de voir que malheureusement le résultat des élections a bien prouvé que ce qu'on disait auparavant, il faut écouter les Français. Aujourd'hui, il y a une vraie fracture. Cette fracture, elle a été amplifiée depuis la crise du Covid, avec des incertitudes au niveau du pouvoir d'achat, de la sécurité, de la vie de tous les jours. Et ça, c'est ce que nous ressentons régulièrement. Et donc là, aujourd'hui, c'est une très bonne chose que le président de la République écoute ce que nous allons dire. Nous espérons que le prochain gouvernement sera aussi à l'écoute des élus locaux. Vous êtes une ancienne LR, vous avez soutenu Emmanuel Macron en 2022. Vous seriez d'une certaine façon le meilleur trait d'union entre la droite et le centre. L'Élysée ne vous a pas contacté justement à ce titre-là ? Aujourd'hui, il est en train de faire ses auditions. Tout à fait. Effectivement, en 2022, j'ai soutenu le président de la République parce que pour moi, c'était le meilleur rempart et celui qui pouvait défendre le mieux l'intérêt du pays, de la sécurité du pays. On était, je vous rappelle, en 2022, on sortait du Covid, la guerre aux portes de l'Europe, beaucoup d'incertitudes au niveau mondial. Donc c'était pour moi la personne la plus adaptée pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, vous le soutenez toujours autant? C'est l'homme de la situation ou pas, Emmanuel Macron, aujourd'hui? Il est dans une situation compliquée. C'est difficile pour lui, compte tenu de ce contexte global. En tout cas, moi, je suis de droite, je resterai de droite toute ma vie, mais comme cela ne nous a pas échappé, je ne suis pas affilié à un parti, donc je suis libre de dire ce que je pense, comme je le pense. Et là, j'espère vraiment que aujourd'hui, les élus locaux seront écoutés pour que le pouls des Français soit pris et que surtout on trouve des solutions aux problématiques des Français et des Françaises. Nous, on a des tas de propositions à faire et François Sauvadet les fera tout à l'heure.
élus locaux consultés. Dans l'action également, on entend parler parmi les candidats potentiels, alors certains complètement assumés, pour Matignon, d'élus locaux. On pense à Xavier Bertrand, le nom de Valérie Pécresse aussi a circulé, président de région. Tous les deux, ce serait de bons premiers ministres potentiellement ? Je pense que on est dans une situation un peu particulière en France qui n'a jamais eu lieu jusqu'à maintenant, parce qu'en général, quand un président de la République nomme un Premier ministre, ça va assez vite. Donc là, ça laisse toutes les supputations possibles, inimaginables. Ce qui est important, ce sont les projets, et ce qui est important, c'est ce qui va changer pour le quotidien des Français et des Françaises. Et la forte participation aux élections législatives prouve bien que les Français ont envie de changement. Il faut les écouter, il faut leur donner plus de pouvoir d'achat, il faut leur donner plus de sécurité, il faut revenir sur des fondamentaux. Et nous, à droite, si nous assumons nos valeurs, eh bien, je pense qu'on peut effectivement faire un trait d'union. Vous savez, moi, c'est ce que je fais au niveau local. Dans les deux institutions que j'ai l'honneur de présider, eh bien, j'ai des élus qui se rassemblent sur des projets. Il faut regarder que dans les institutions, 90% des délibérations sont votées par tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on peut se rassembler. Il faut arrêter de faire de la politique politicienne. Il faut que ça soit un exemple au niveau national, parce que les consultations hier entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez, a priori, ça s'est pas très bien passé. Oui, mais justement, il faut que on parte sur un projet. On parte sur des axes. Les axes, ils ont été donnés par les Français, puisqu'ils l'ont exprimé au niveau des votes. Donc derrière, il faut que ce soit exécuté par un gouvernement de la République. Et le seul qui doit nommer le Premier ministre, c'est le président de la République. Les candidats qui se déclarent, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe dans notre démocratie. Le président de la République fait de larges consultations, certainement pour trouver celui ou celle qui permettra de mener la France dans les défis demandés par la population. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu passer que quelques-uns parlaient de vous éventuellement. Vous voyez un poste de ministre. Je sais pas si vous avez vu. Vous proposiez un poste de Premier ministre. Vous savez, alors je sais pas, peut-être que ça vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon territoire et de faire mes projets pour l'instant. Donc si on vous consulte, en tout cas, on vous propose un poste de ministre. Pour le moment, écoutez, on n'est pas du tout sur ça. On n'est pas du tout sur les postes. Je pense qu'aujourd'hui, l'appel des Français, il faut l'entendre. Les Français en ont assez qu'on se dispute ou qu'on se rassemble pour des postes. Nous, c'est des projets que l'on veut faire. C'est ce que nous faisons au niveau local. Beaucoup de projets sont engagés. La métropole, elle change. C'est la partie économique, la partie transport. Le département, c'est la partie solidarité. Je suis passé sur votre antenne sur les collèges, puisque c'est la rentrée des classes la semaine prochaine. Donc nous, on est des actifs du changement, et surtout être près de nos populations et surtout écouter ce que disent les Français et les Françaises. En tout cas, est-ce qu'il a eu raison, Emmanuel Macron, d'écarter le nouveau Front populaire pour Matignon ? Le nouveau Front populaire, c'est un assemblage de personnes qui, en 2 heures, ont fait un programme. C'est pas possible. Donc, on sait très bien qu'ils se sont rassemblés pour pouvoir avoir des postes. Donc, c'est pas crédible non plus. Et ce qu'ils donnent dans leurs différentes thématiques, c'est pas possible. Donc, à un moment, je pense qu'il faut que la gauche arrête de penser que elle a la science infuse, qu'elle a toujours raison et que les autres ont toujours tort. Et donc, aujourd'hui, c'est pas à eux de choisir qui sera Premier ministre. Les Français ont lancé un appel en disant nous, la situation, elle ne nous convient pas, il faut la changer. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pas en faisant des alliances momentanées de personnes qui ont rien à voir ensemble qu'on peut arriver à quelque chose. Mais changer en ne changeant rien, puisque là on a l'impression qu'on s'oriente vers une forme de majorité, on va dire centrale, centre-droit, centre-gauche, autour finalement du camp présidentiel. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on change pas de programme, quoi? Oui, je pense qu'il faut changer de programme. Véritablement, il faut plus de sécurité, travailler sur le pouvoir d'achat, c'est fondamental. Aujourd'hui, vous avez 50% des Français qui, le 15 du mois, sont à découvert, donc c'est pas normal. L'augmentation des coûts de la vie, donc tout ça fait que, effectivement, il faut changer de programme. Et je crois que là, le message a été très clair, et le prochain gouvernement doit changer de programme, doit aller vers ces thématiques qui ont été choisies par les Français, et non pas par une alliance
ce nouveau Front populaire où LFI est majoritaire, où LFI impose sa politique, où LFI a fait depuis 2 ans, a donné un spectacle lamentable au niveau de l'Assemblée nationale et veut détruire notre système. Donc moi je me bats contre les extrêmes, que ce soit LFI, que ce soit le Rassemblement national. Donc derrière, il faut quelque chose d'équilibré et il faut surtout quelque chose qui permette aux Français de mieux vivre, de bien vivre, de se sentir bien dans un pays qui est remarquable. Et quand on voit les Jeux Olympiques, quand on voit cette ferveur qui s'est créée au niveau de l'unité nationale, on se dit que c'est possible, c'est faisable. Alors la France, elle est plutôt de droite, donc menons une politique de nos valeurs de droite. En tout cas, cette situation de blocage politique, pour l'heure de changement à venir de gouvernement, j'imagine que ça a des conséquences très concrètes pour vous, pour votre métropole, pour le département. Est-ce que vous craignez pour vos financements du plan Grand Marseille aujourd'hui ? Bah écoutez, il y a plusieurs types de financements. D'abord, il y a les financements habituels. Aujourd'hui, département de France, et c'est ce que va dire François Sauvadet au président de la République, nos départements sont extrêmement contraints. Il faut sanctuariser ces financements en prenant compte de l'inflation. L'année dernière, nous avions 15 départements qui étaient au bord de la faillite. Cette année, on va passer à 40 départements qui seront au bord de la faillite. Pourquoi ? Bien parce que nos dépenses sociales augmentent de manière très forte, notre reste à charge est très fort, et derrière, nos recettes baissent. Donc c'est là, il faut que ça se sanctuarise, et il faut trouver de nouveaux moyens de financement de nos politiques publiques. C'est important, c'est fondamental. Après, derrière, nous avons effectivement le plan Marseille en grand. C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai soutenu le président de la République, parce qu'il a considéré notre territoire, notre métropole, la ville de Marseille, 2e ville de France. Donc nous avançons. Moi, j'ai mis un coup d'accélérateur sur les transports. Si vous venez à Marseille, vous verrez qu'il y a des rails de partout, et ça avance bien. Le métro va être changé, il va être complètement neuf. Ça va être comme la ligne 14 à Paris. Donc, vous voyez, on fait un bond dans le futur sur les transports. Ça avance, aujourd'hui, oui. Mais il reste encore des projets. Il reste encore, bien sûr, il reste encore de l'argent à récupérer. Là, vous avez utilisé tous les financements que vous aviez jusqu'à présent. Une grosse partie des financements. Il me reste encore 250 millions à recevoir de la part de l'État. Moi, la première chose que je ferai, c'est que je prendrai rendez-vous avec le ou la prochaine Premier ministre pour pouvoir assurer ces financements. Ça s'appelle la continuité républicaine. On peut pas, chaque fois qu'il y a un changement d'institution, un changement de gouvernement, tout arrêter et repartir à zéro. Nous avons besoin effectivement du gouvernement, non seulement pour les transports, mais aussi pour la politique de la ville, pour refaire du logement. Donc tout ça, c'est important de pouvoir avoir une certaine continuité. Et j'irai prendre mon bâton de pèlerin dès le lendemain de la nomination du prochain gouvernement. Martine Vassal, j'aimerais qu'on termine. Vous l'avez entendu, la détresse de la veuve d'Éric Comines, un gendarme qui a été tué donc lundi dans un refus d'obtempérer. Elle a crié sa colère. La France a tué mon mari par laxisme et son excès de tolérance. C'est ce qu'elle a dit. Est-ce que vous partagez le constat qu'elle fait, on l'imagine, forcément dans un contexte pour elle dramatique? C'est inacceptable, et je comprends la douleur de cette épouse, laisser 2 enfants jeunes comme ça. Donc je ne vais pas commenter ce qu'elle a dit, parce que quand on est confronté à une telle douleur, on peut pas faire de commentaires, et la situation est inacceptable. Aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, les Français ont besoin de sécurité, il y a ce sentiment d'insécurité, et puis il y a la montée de cette violence. Mais ça commence pas uniquement lorsqu'on attrape le délinquant, ça commence dès l'école. Et c'est là où il faut commencer à éduquer les enfants pour réduire cet esprit de violence qui est abominable, qui se retrouve de partout, dans tous les domaines, que ce soit sur le routier, que ce soit sur les trafics divers et variés, que ce soit même à l'école. Ça commence très tôt pour le harcèlement des enfants, que ce soit par les jeux vidéo. Donc c'est pour ça que nous développons également beaucoup. Mais l'État n'est pas aujourd'hui à la hauteur de cet enjeu, finalement, de cette violence qui monte, comme vous le dites. C'est un peu le message qui a été lancé par les Français en 2000, aux dernières élections. On a besoin de sécurité. On a besoin de se sentir bien quand on est en extérieur de chez soi. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre les moyens. Il faut faire de l'éducation, de la prévention. Moi, je crois beaucoup à la prévention, mais ça commence très tôt. Et donc oui, c'est une des thématiques que le prochain gouvernement devra prendre à bras le corps, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à avoir cette violence qui existe sur notre beau pays, la France. Avec des peines alourdies ou pas? Vous parlez de prévention, principalement. Alors, les peines, c'est une chose, mais il faut pas en arriver là. Et donc, pour ne pas en arriver là, il faut monter toute une politique très forte
je pourrais revenir pour vous parler de ce qu'on fait dans les collèges. Vous savez, le collège, c'est l'âge un peu compliqué de l'adolescent, où ça passe ou ça casse, donc de la 6e à la 3e, et c'est aussi là où il faut orienter les politiques pour expliquer qu'on vit dans une société où tout le monde doit vivre ensemble et que la violence n'a pas sa place dans notre pays, la France. Martine Vassal, merci d'être passée ce matin par le studio de Sud Radio. Je rappelle que vous êtes donc présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, conseillère municipale de Marseille. Merci, très bonne journée à vous. À bientôt. Dans un instant, comment lutter contre la pénurie de pompiers volontaires? Les Hautes-Alpes ont peut-être trouvé la solution. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On se retrouve le 2 septembre à 7h, Sud Radio. Vous chargez l'appli et vous écoutez. 7h, 9h, info et l'interview politique, bien sûr, à 8h30. À lundi. Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été, 10h20, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est une vidéo qui fait beaucoup parler d'elle. Un camion de pompiers qui part en intervention avec un message très clair. Aujourd'hui, ce camion peut partir. Demain, ce n'est pas sûr. La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux par une caserne du côté des Ardennes. Illustration du manque de pompiers volontaires. En France, il en manquerait 50 000, mais des débuts de solutions existent. Colonel Alain Juge, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes directeur du SDIS des Hautes-Alpes. Le SDIS, on le rappelle, on le précise, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Ce sont les pompiers. Bon, vous, dans les Hautes-Alpes, face à la pénurie de pompiers volontaires, vous êtes rapproché des entreprises afin qu'elles puissent libérer du temps pour leurs employés. Racontez-nous comment ça fonctionne exactement, colonel. Alors, les Hautes-Alpes, c'est 1300 sapeurs-pompiers, dont 1200 sapeurs-pompiers volontaires. Donc 95% de notre effectif, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires. Donc il est important d'avoir de la disponibilité, notamment en journée, pour pouvoir assurer notre activité opérationnelle. Et en journée, les sapeurs-pompiers volontaires sont sur leur lieu d'emploi, donc à disposition de l'employeur. Donc l'idée, c'était de partager avec les employeurs sur une soirée particulière, de façon à leur expliquer ce qu'est un sapeur-pompier volontaire et ce qu'il peut représenter comme avantage, notamment pour une entreprise, puisqu'avoir dans son sein de l'entreprise un sapeur-pompier volontaire, c'est pas forcément une contrainte, mais ça peut être un bel avantage pour eux, notamment par rapport à ses conséquences, par rapport aux conséquences d'un événement qui peut se produire dans cette entreprise, Bien sûr. et par rapport à l'état d'esprit citoyen engagé de nos sapeurs-pompiers volontaires. Donc un avantage pour l'entreprise, pour les entreprises, mais ça oblige aussi à un certain aménagement des horaires. Là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors, le dispositif permet de déclencher nos sapeurs-pompiers volontaires avec un système informatique. L'idée, c'est pas de les déclencher tous en même temps, mais c'est de déclencher uniquement ceux dont on a besoin en fonction du moment où on en a besoin. Et donc, il faut vraiment rassurer les employeurs. C'est pas parce que vous avez un pompier volontaire qu'on va le biper systématiquement, qu'il va quitter systématiquement son emploi. C'est un équilibre à trouver entre le besoin de l'entreprise et le besoin de la cité pour arriver à assurer nos missions de secours. Et colonel, est-ce que les entreprises, ça le comprennent de plus en plus? L'acceptent aussi, parce que j'imagine que c'est ça aussi l'enjeu? Alors l'idée effectivement, je pense qu'on a un déficit de communication vis-à-vis des entreprises, c'est de leur expliquer comment on fonctionne, que tout ça est géré de façon agile et dynamique, de façon à les rassurer, et puis leur expliquer bien entendu à partir de retours d'expérience, puisqu'on l'a vécu cette année dans les Hautes-Alpes, un salarié sapeur-pompier volontaire d'un restaurant d'altitude en station de ski a sauvé le restaurant parce qu'il était présent. Un sapeur-pompier volontaire salarié au sein d'une entreprise avec un départ de feu au sein de l'entreprise a sauvé l'entreprise parce qu'il a su s'engager. Donc un pompier volontaire, ça n'est pas que des contraintes, mais c'est aussi la meilleure assurance que l'entreprise peut avoir. Est-ce qu'avec ce système, avec cette collaboration que vous avez au plus proche avec les entreprises, est-ce que ça permet éventuellement à des candidats potentiels pour devenir pour devenir pompier volontaire, justement de penser à pouvoir s'engager, de faciliter cette démarche-là?
Alors, la employeur que nous avons lancé début juin va se décliner maintenant avec la totalité des entreprises, au plus près des entreprises, et nous sommes prêts à aller faire des réunions d'information au niveau des entreprises, ou recevoir les salariés au niveau du service incendie, pour leur expliquer qui nous sommes, de façon à ce que de nouvelles vocations puissent être générées grâce à ce dispositif. Et j'en fais un appel, que ce soit dans les Hautes-Alpes comme dans tous les territoires nationaux, nous avons besoin de sapeurs-pompiers volontaires disponibles, de citoyens engagés, et je sais que tous les SDIS de France et de Navarre accueilleront l'ensemble des candidats au sein de leur centre de secours. Oui, parce que je le disais en France, colonel, il manquerait 50 000 pompiers volontaires pour que ça fonctionne tout à fait bien dans votre département. Est-ce qu'il vous manque aujourd'hui des pompiers volontaires pour réellement fonctionner de manière optimale? Où vous en êtes en termes d'effectifs? Alors nous, on a 1200 sapeurs-pompiers volontaires au sein du département. L'effectif est constant puisqu'il y a environ 100 départs par an et il y a environ 100 entrées par an. On est équilibré, mais ce que l'on cherche, bien entendu, c'est augmenter notre effectif et surtout et aussi d'arriver à rendre disponibles nos sapeurs-pompiers volontaires en journée. Parce que en avoir, c'est bien, il faut l'effectif suffisant, mais il faut qu'il soit disponible et le vrai sujet, c'est la disponibilité en journée. La disponibilité, c'est le plus important. C'est pour ça que vous vous rapprochez de ces entreprises. J'aimerais qu'on ait un mot aussi, colonel, sur cette inquiétude qu'il y a peut-être toujours autour de cette directive européenne du temps de travail concernant les pompiers volontaires. Qu'en est-il aujourd'hui? On en est où? Alors, je vais vous parler des Hautes-Alpes. Donc, le sujet, c'est comment les sapeurs-pompiers volontaires participent à l'activité du service départemental d'incendie et de secours et jusqu'où leur engagement peut aller. Voilà, le sujet, il est là. C'est pas le sujet de l'application de la directive européenne du temps de travail. Et l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre l'engagement citoyen et les contraintes qui pèsent sur le sapeur-pompier volontaire au sein de son engagement au niveau des différents services départementaux d'incendie et de secours. J'aimerais qu'on comprenne quand même, parce que on n'est pas forcément au courant de ce qu'est cette directive européenne du temps de travail. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette directive européenne, et vous avez l'air de dire qu'elle ne s'impose pas forcément à vous, colonel? Alors, en l'état actuel, le sapeur-pompier volontaire n'est pas considéré comme un travailleur, donc la directive européenne ne s'applique pas directement aux sapeurs-pompiers volontaires. Par contre, le recours aux sapeurs-pompiers volontaires au sein des SDIS ne doit pas se transformer en professionnalisation de nos sapeurs-pompiers volontaires, et il faut rester vraiment dans l'engagement citoyen du volontariat. Racontez-nous un petit peu rapidement justement quelles sont les missions pour ces pompiers volontaires que vous avez du côté des Hautes-Alpes. Comment ça se passe en mission, notamment pour peut-être déclencher des vocations aussi. C'est ça le but, colonel. Voilà. Alors, au niveau des Hautes-Alpes, comme au niveau français, les soldats du feu sont devenus les soldats de la vie, puisque 80% de notre activité opérationnelle, c'est du secours à personne. Et avec le changement climatique, on se rend compte que ces soldats de la vie deviennent également des soldats de l'environnement, puisque les conséquences que l'on mesure sur les feux de forêt, la France n'a pas été trop impactée cette année, mais on voit que les départements, que les territoires comme la Grèce, Madère, le Portugal ont été impactés par des feux importants. On a également des épisodes de type séminole ou des pluies de type orageuse qui mobilisent les forces de sapeurs-pompiers. Donc effectivement, l'émission, c'est ça, c'est protéger l'environnement, protéger les personnes et bien entendu les soldats du feu comme nous sommes à l'origine. Ensuite, s'engager comme sapeur-pompier volontaire, c'est donner un autre sens à sa vie, c'est participer à un collectif et participer au maintien de la cité, au secours à personne. Et qu'est-ce qui est plus gratifiant pour un homme que d'avoir sauvé un homme ou une femme lors d'une intervention? Oui, ça n'a pas de prix, effectivement, colonel. Alors, c'est ça qu'il faut voir. Bon, une question un petit peu pour terminer, alors beaucoup plus légère, mais quel profil vous recherchez? Est-ce qu'il faut forcément être un grand sportif pour devenir pompier volontaire? Alors, je vais reprendre les propos de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Oui. C'est pas la taille qui compte, c'est pas l'âge, c'est pas le niveau de force. N'importe qui peut être sapeur-pompier volontaire. Il suffit d'être apte physiquement, et puis vous participerez à nos missions, on vous formera. Et si dans certains SDIS, vous avez la possibilité d'avoir des engagements différenciés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire
toute l'activité. Si par exemple partir au feu vous fait peur ou vous le craignez par rapport aux contraintes physiques, certains SDIS acceptent d'engager des sapeurs-pompiers volontaires qui ne font que du secours à personne. Bah, voilà, comme ça c'est clair. Nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes des citoyens ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires, et c'est pas la taille, c'est pas l'âge, c'est pas la force qui compte, c'est l'engagement et la volonté d'y aller qui comptent. Le message est passé. Colonel Alain Juge, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes directeur du SDIS des Hautes-Alpes. Très bonne journée à vous. Sud Radio, il est bientôt 10h30. Dans un instant, j'accueille nos débatteurs du jour. Coup de cœur, coup de gueule. Ensemble, on débat de l'actualité. Vous le savez, de toute l'actualité. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mais peut-on tenter de gagner plus de 3 millions d'euros en bons d'achat? 3 millions? Oh, ça en fait des courses. Surtout chez U. Merci le grand jeu. Du 20 août au 8 septembre, tentez de remporter des bons d'achat de 2, 5, 10 et 100 euros ou des codes promo sur uphoto.fr. Alors rendez-vous à la borne de jeu de votre magasin U et retrouvez également notre grand jeu sur courseu.com. U. Commerçant autrement. Jeu avec obligation d'achat réservé aux clients carte U, les 30 euros d'achat et ou l'achat d'un produit partenaire selon l'ouverture de votre magasin. Montant total des dotations mises en jeu dans les magasins U participants. Conditions et règlements sur magasin-u.com. Sud Radio Foix. 103.7. Sud Radio. À tous ceux qui ont besoin de manger du pain à tous les repas. Bah oui, comment je fais pour saucer, moi, sinon? Et à ceux qui disent, bah, y a pas de pain? Bah non, y a pas de pain, Jérôme. Tu vois bien qu'on mange des pizzas, là. Alors ça suffit maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Manger du pain avec tes sandwichs? Tu veux que je te fasse une tartine de pain? Peut-être. Pour ceux qui aiment le pain, Intermarché propose le lot de 4 baguettes à 1,10 €. Et c'est seulement jusqu'à samedi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 1,10 € le kilo, transformé en France. Pour votre santé, évitez de grignoter. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. En arrivant à la fac il y a 2 ans, il en a fait passer des entretiens de colocation, Nicolas. Il valait mieux ne pas manquer l'atout pour être sélectionné. Mais ce fut une formalité pour son PC portable. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Jusqu'au 29 septembre chez Darty, le PC portable Acer Aspire 15 pouces avec processeur AMD Ryzen 5 et 512 Go de stockage est à 429,99 € au lieu de 599,99 €. Un vrai atout, ce prix. Darty, c'est parti pour durer. Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com. Intersport. Engagé sport, engagé prix. Dites l'équipe, qu'est-ce qui est hyper rapide, qui a des crampons et à moins de 25 €? Les chaussures de foot Puma Attacanto et leurs 44% de réduction. Non, faut se cramponner là! Avec Intersport, soyez les meilleurs sur le terrain des promos. Jusqu'au 15 septembre, les chaussures de foot enfants Puma Attacanto sont à 24,99 € au lieu de 44,99 €, soit 44% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Existe du 28 au 38. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui est petit, rond, sucré et délicieux? Bah, du raisin. Perdu. C'est le raisin blanc de chez Leclerc. C'est vrai qu'il est bon. Et du 27 au 31 août, le raisin blanc variété Italia est à 1,18 € le kilo. En plus, toute la semaine avec la carte, il y a 10% de tickets Leclerc sur les fruits et légumes frais. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, origine Italie, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Offre un ticket Leclerc à activer sur l'application Mon Leclerc et limité à une utilisation par semaine. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Que vous soyez chien, chat, poisson, lapin ou même poule, tout ce qui compte pour Maxi-Zoo, c'est le bonheur de vos animaux. En ce moment chez Maxi-Zoo, les 5 lamelles à mâcher Prozim Seva XS pour l'hygiène bucco-dentaire de votre chien sont en promo au prix de 6,39 € au lieu de 7,99 €, soit 20% de remise. Maxi-Zoo, tout pour vos animaux. Réélu encore et encore meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie aliments pour animaux. Soit 1,28 € la lamelle, 172,70 € le kilo. Promo valable en magasin jusqu'au 4 septembre. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été se poursuivent. Nous sommes avec nos débatteurs du jour jusqu'à 13h. Avec nous, ils sont 3, les 3 magnifiques. Allez, Sophie de Menton, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, président du mouvement éthique. Carlos Martins-Bilongon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, député Nouveau Front Populaire, France Insoumise du Val d'Oise et Brice Nkonda. Bonjour vous aussi. Bonjour.
Chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Vous le savez, vous réagissez à ce qui se dit à l'antenne, vous donnez votre avis, 0826 300 300. Manu vous attend au standard et puis moi je lis vos commentaires, notamment sur le Facebook de Sud Radio. On va commencer avec vos coups de gueule, vos coups de gueule, je vais y arriver, vos coups de cœur. Je bugue un petit peu parce qu'en fait, je m'aperçois que ce matin on n'a que des coups de gueule. Voilà. On va commencer avec le vôtre, Sophie de Menton. Coup de gueule sur quoi ? Ah, écoutez, coup de gueule sur les internes, enfin pour les pauvres internes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu 1500 étudiants qui se sont désistés parce que la politique du gouvernement a été telle, en changeant les examens, en modifiant au dernier moment les concours de l'internat, qui sont extrêmement difficiles. Donc ils ont eu peur d'essuyer les plâtres, donc ils se sont désistés. Et je trouve ça... Ils ont essayé de redoubler. Je trouve ça délirant que dans un pays où malheureusement nos hôpitaux souffrent. Enfin, j'ai un mot pour tous ceux qui cet été ont été obligés d'affronter des urgences effroyables avec des gens dont un qui est mort sur un brancard, un vieux monsieur. C'est insupportable et nous sommes paralysés en permanence par des décisions étatiques qui ont rien à voir avec le terrain, qui décident de modifier comme ça le concours de l'internat. Pourquoi, comment? Du coup, on importe entre guillemets des étudiants et des médecins étrangers, dont on prive les pays qui en ont besoin aussi, d'où ils viennent, et pour sacrifier nos propres étudiants. Donc on met un niveau qui est complètement fou. Un étudiant, par exemple, qui souhaite faire un internat de chirurgie digestive à Paris, doit être aujourd'hui classé par les premiers, les 23% meilleurs de sa promotion, contre 35% l'année précédente. Expliquez-moi pourquoi. C'est complètement fou. Ensuite, pour devenir anesthésiste à Paris, le rang limite dans le classement au concours, qui n'est plus de 2800 comme l'année dernière, mais de 1000. Il y a 1000 anesthésistes. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a trop d'anesthésistes? Et donc, il y a les meilleurs d'une promotion. En gros, les 4000 premiers sont obligés de pourvoir des postes qui devraient être choisis par ceux qui ont renoncé à se présenter. Parce qu'il faut bien les combler. Bien sûr. Donc il y a une rupture d'égalité terrible. Le choix d'une spécialité, ça tourne au cauchemar. Et on vit vraiment une injustice terrible. Alors il y a une pétition d'ailleurs sur change.org qui a recueilli 55 000 signatures. C'est ça. C'est une réforme qui est faite par tableau Excel. C'est plus supportable. Ouais. Et je dis ça parce que vraiment le domaine de la médecine, je sens que vous avez des objections peut-être. Bon. Ah bon. Pour abonder dans votre sens. Ah bah alors oui, parce que c'est plus possible. Oui, mais on dit ça tout le temps. On a des émissions, on explique que, etc. Rien ne se passe, ça empire. Brice Nkonda, vous partagez ce coup de gueule. Oui, je le partage très largement parce que il y a une politique qui a été entamée maintenant il y a quelques mois qui consiste à déverrouiller le numerus clausus pour que justement on ait plus d'effectifs. On se rend compte que quand on n'a pas de ligne politique claire sur toute la ligne, c'est-à-dire sur tout le process, les pourcentages que vous évoquez. On sait depuis longtemps qu'on a beaucoup d'étudiants médecins qui vont en Espagne, en Andorre, qui vont en Roumanie et qui en fait ne sont pas acceptés alors que leur niveau est tout à fait acceptable et d'un très bon niveau. Et en fait, on crée des filières de contournement pour au final baisser les pourcentages alors que celui qui est au-delà de 22 ou 23%, il est bon également. L'étudiant mérite de continuer et d'avoir une place. Donc en fait, on a une politique qui est pas cohérente et effectivement, c'est pour moi, vous l'avez dit, c'est une politique de tableur Excel. Alors, donc en plus on gère à la petite semaine, à la petite semaine, au lieu d'avoir la vision d'ensemble et du fait qu'on a besoin rapidement, Sophie de Menton, parce que j'aimerais entendre. Le problème, c'est que vous l'avez dit, c'est on. Mais qui est on? Je veux connaître le responsable. Non, c'est pas le ministre. Je les ai vus. Les ministres, ils sont complètement. L'administration. L'administration. Je ne sais pas qui gère l'administration. Quel est le chef de ces décisions? Et tant qu'il y aura une irresponsabilité, le refus d'une responsabilité personnelle individuelle, de faire savoir qui décide quoi, ce sera terrible. Carlos Martins-Bilongo. Je suis totalement d'accord avec le constat. Maintenant, on a eu le numerus clausus, le numerus apetrus qui n'a rien changé. Les élèves, dès la première année, vous savez, avec leurs résultats qui sont parfois très bons, sont réorientés en biologie. Pourtant, on a besoin de médecins. Vous avez parlé des médecins étrangers. C'est un système capitaliste. Les médecins étrangers, que tu viennes du Cameroun, du Congo, d'Algérie, tout ce qu'on veut, ils sont payés moins cher que les médecins français.
paraît que c'est pas vrai. Je vous le dis que c'est vrai. Moi, dans mon hôpital à Gonesse, dans ma circonscription à Gonesse, les médecins du PADU, donc qui sont là, qui sont sur le territoire français, qui exercent. On fait même récemment une vidéo sur Quotidien, vous pouvez la consulter sur YouTube, où ils expliquent que à compétence égale, intervention égale, ils sont payés moins cher que les médecins français. Alors, petite question. Mais ça, c'est un sujet complémentaire. Est-ce que c'est, oui, c'est un sujet complémentaire. C'est la finalité du sujet, parce que quand on met. Est-ce que c'est à compétence égale? Bien sûr. Et quand on met un numéro à Petrus, quand on met moins de médecins français parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils sont obligés d'aller à l'étranger, en Roumanie, pour poursuivre leur cursus, quand ensuite en France, on n'a pas assez de médecins. Vous avez les urgences de Guingamp, la maternité qui a dû fermer, on faisait appel à des médecins cubains. On a mis un processus avec l'ambassade de Cuba pour avoir des visas qui puissent venir. Monsieur Bilongo, là où vous avez raison, c'est que c'est vrai qu'on a fait des hôpitaux, des centres de profit, au lieu que ce soit des centres de soins. Pour beaucoup, il y a la logique administrative qui a commencé à prédominer. Oui, enfin, l'administration nous coûte 3 fois plus cher que les médecins. Non, mais de là à dire qu'il a fallu rationaliser les coûts de fonctionnement des hôpitaux, effectivement, mais il faut encore le faire. Mais attention, c'est complémentaire avec le propos qui était tenu juste avant. C'est tout à fait complémentaire. Et les logiques que Monsieur Bilongo décrit existent. Alors, vrai aussi. En revanche, et là, je pose une vraie question qui n'est pas, qui peut paraître politiquement incorrecte et qui ne l'est pas. Est-ce que c'est à compétence égale? Parce que, excusez-moi, ce qu'on exige en matière de médecine française, on ne l'exige pas dans les pays d'où viennent ces médecins qui sont excellents. C'est à compétence égale parce que quand vous avez une personne avec une embolie ou autre pulmonaire, elle est soignée par ces médecins-là. J'ai compris, mais est-ce que les compétences à la base dans les études sont équivalentes? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Je suis pas d'accord avec vous. J'ai fait un voyage parlementaire. Je vous réponds là-dessus. J'ai fait un voyage parlementaire dernièrement au Congo avec le Parlement français. On a visité l'université de Kinshasa en médecine, et je vous dis, quand elle a un cursus complet en connexion avec Paris-Saclay, et en fait les élèves ont le même cursus au final. Paris-Saclay, lui, en médecine, et en lien avec l'université protestante de Kinshasa, et ils font un master commun. C'est une bonne nouvelle, parce qu'on est tellement exigeant en France que je m'étonne que l'exigence des concours, de ce qu'on, en particulier d'ailleurs en première année, je m'étonne qu'il y ait d'autres pays où on soit aussi exigeants. Ils sont très exigeants, même des pays africains, en cours de français, ils sont davantage exigeants qu'en France. On poursuit, j'en suis ravi. on continue ces coups de gueule et ces coups de cœur. Je sais pas pourquoi je dis coup de cœur, parce qu'on est que sur du coup de gueule. Brice Nkonda, vous allez pas me contredire. C'est un coup de gueule, c'est ça. J'ai cherché des coups de cœur, je ne ai pas trouvé. Oh, bah alors. On va essayer d'en trouver. On aura l'occasion de parler des Jeux paralympiques, en tout cas, oui. Alors oui, mon coup de gueule, il concerne la rentrée scolaire, parce que toute la séquence politique, on est dans la Commedia dell'arte là depuis quelques semaines. C'est très très compliqué, et au final, il y a des sujets de fond qui ne sont pas traités. Et là, on arrive sur une séquence de rentrée scolaire. Donc on a eu cette comédie qui a duré tout l'été. On y est encore là, et je pense qu'on en a encore pour quelques jours, parce que si je comprends bien, le président va partir en Serbie pendant 2 jours. Donc, suite aux consultations, il y a encore 2 jours. Sauf que la rentrée, c'est dès lundi. Et la rentrée, il y a des vrais sujets. On l'a vu déjà quand on a un ministre de l'Éducation nationale de plein exercice. On a déjà beaucoup de difficultés. Et là, on n'a que des ministres démissionnaires. On a des vrais sujets d'avoir non pas simplement un adulte, un prof devant chaque élève, mais un professeur qui est formé. Parce qu'il y a un certain nombre de professeurs qui sont tout à fait débutants, qui sont pas formés aux méthodes pédagogiques, et qu'on met devant les élèves, mais je veux dire en termes qualitatifs, on n'est pas vraiment dans l'enseignement. Donc on a un sujet d'avoir un adulte en face de chaque élève dans chaque classe, et des gens qui sont formés. Sauf que depuis qu'on a supprimé l'IEFM, ce qui fait déjà un petit moment, on voit que la qualité pédagogique s'est dégradée. Donc on a tout un tas de sujets qui viennent en plus gréver alourdir la difficulté, le phénomène de l'inclusion du handicap, c'est très très bien, mais encore faut-il mettre les moyens. C'est bien de brandir des grandes causes, mais si on n'a pas... Faut qu'ils aient des accompagnants par élève. Les AESH, exactement. J'ai vu ça, c'est très difficile. Plus de 1000 qui manquent, justement. Oui, mais ce que je veux dire, on a voulu encore une fois supprimer des IME qui sont des organismes spécialisés pour garder les élèves en forte situation de handicap. Et c'est qui ont encore
L'administration, il y a eu des décisions. Oui, non, mais c'est insupportable. Oui, c'est insupportable. Qui aura le courage de réformer cette administration? C'est insupportable parce qu'au final, je sais même pas si il y a une économie de coûts. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, il y a certaines situations de handicap avec des handicaps lourds qu'on ne peut pas intégrer dans la classe. Parce que quand on le fait, on pénalise à la fois le jeune qui est handicapé et également tous les autres élèves, une trentaine d'élèves. Et donc, on se retrouve dans des classes où il y a 3, 4, 5 jeunes en situation de handicap. Et là, c'est le niveau global qui est... Donc voilà, il y a ce sujet-là, il y a le sujet du harcèlement scolaire, il y a le sujet de la citoyenneté, il y a tout un tas de sujets qui doivent être traités. Et aujourd'hui, en fait, on est dans la politique politicienne. Alors, figurez-vous que sort aujourd'hui et puis, ou demain... Juste après Carlos Martins, un livre de Blanquert qui est assez critique. Et souvenez-vous, le ministre de l'Éducation nationale, dans lequel personnellement j'avais confiance, et on avait l'impression qu'il y avait un mec qui s'occupait de l'éducation nationale et qui a été remplacé de façon tout à fait aléatoire et contradictoire. Et il sort un livre sur ce sujet en disant à quel point il n'a pas pu bosser. Mais je voudrais quand même en profiter, moi, pour dire que ces pseudo-ministres démissionnaires, puisque maintenant on emploie le terme ministre démissionnaire, moi je voudrais quand même leur faire un coup de chapeau, parce que ils font le boulot. C'est quand même une situation insupportable. On les regarde comme si ils étaient coupables de tout. Je trouve que la ministre de l'Éducation nationale, il y en a beaucoup qui voudraient que ça s'arrête. Hein. Clairement, ils le disent pas ouvertement. Mais non, mais les ministres démissionnaires, oui, mais elle a fait un coup de gueule, mais elle fait le boulot. Et donc je trouve sur Attal, et je trouve sur Attal, elle a fait un coup de gueule. Et je trouve qu'ils sont quand même là et ils font le boulot. Donc c'est pas de leur faute, ça. Alors maintenant, qui est un vrai sujet de fond, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais en plus, quand on change de ministre de l'Éducation, le temps qu'ils soient au courant, qu'ils aient le pouvoir que l'administration les laisse faire. Et ben justement, on va poursuivre ces débats avec votre coup de gueule, Carlos Martins Bilongo. Alors rapidement, parce que enseignant. Je crois que oui. Alors allez-y. Et puis après, on passera après la pub à votre coup de gueule. 3000 personnes en moins au concours pour devenir prof. La logique, elle est claire. Aujourd'hui, les enseignants travaillent, mais sont mal payés. Avec le gel du point d'indice des fonctionnaires, il y a le vrai point de départ. C'est que le métier n'est plus attractif. C'est une super vocation. Moi, j'étais très intéressé et super enthousiaste de me lever chaque matin, être en face de mes élèves. Mais quand c'est super compliqué pour les professeurs de joindre les deux bouts, vous en avez de moins en moins. C'est plus attractif pour les jeunes. Ils veulent plus devenir enseignants. Et au final, vous mettez des contractuels qui sont pas formés, très peu formés, devant les élèves. Comme ça, ça crée, à un moment donné, l'élève ressent. Vous savez, un enfant, moi je suis éducateur sportif. Un enfant, il ressent tout de suite quand en face de lui, il y a quelqu'un qui n'est, soit qui vient de manière forcée, soit qui n'est pas formé ou autre, il le ressent tout de suite. Ça crée un rejet, ça crée aussi un système de laisser aller, et l'enfant est en cours mais ne suit plus correctement parce qu'il se dit je suis délaissé par l'adulte que j'ai en face de moi. Et cette logique, elle est budgétaire. Quand on a des AESH qui sont dans l'administration, qui sont obligés de faire coupler deux contrats, qui sont être très avec mal la collectivité. Ça veut dire avoir un contrat avec le périscolaire, avec la mairie, de 7h30 à 8h30, ensuite avec l'éducation nationale de 8h30 à midi, ensuite le périscolaire. Ces personnes ne mangent pas. J'aimerais leur rendre hommage à ces mamans qui souvent, ces femmes qui sont à ESH, parce que de midi à 13h, elles doivent faire manger les enfants qui sont autistes. Et ensuite, elles pourront reprendre leur contrat de midi à 13h, c'est un contrat avec la mairie. Ensuite, elles reprennent avec un contrat avec l'éducation nationale. Et au final, pour gagner combien? 900 €. Mais avec 900 €, on n'arrive pas à vivre aujourd'hui. C'est lamentable, de toute façon, très clairement. On poursuit ces débats dans un instant. On revient justement avec votre coup de gueule, Carlos Martins Bilongo, coup de gueule politique, Sophie de Menton et Brice Senkonda. Reste avec nous, bien entendu. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Allô André, c'est Patrick Roger. Prêt pour lundi? Prêt pour lundi, Patrick. Et parce que franchement, je n'ai jamais vu une actualité aussi forte. On dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Cette fois-ci, elle l'enfonce complètement avec les censures, les guerres, les élections américaines. Vraiment, on a du pain sur la planche. Et quel pain et quelle planche, Patrick. Midi 14h, André Berkoff, lundi 2 septembre. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec nos débatteurs du jour qui nous font le plaisir d'être avec nous jusqu'à midi. Sophie de Menton, Carlos Martins Bilongo et Brice Nkonda. On poursuit, on conclut ces coups de cœur, ces coups de gueule, enfin surtout ces coups de gueule. Ce matin, un coup de gueule de votre part, Carlos Martins Bilongo, coup de gueule politique. C'est ça, 44 jours sans son gouvernement. Vous avez député Nouveau Front Populaire, voilà, je précise pour ceux qui nous rejoignent. Qui, après les élections européennes, au soir même, a décidé d'une dissolution pour avoir une clarification politique. Des élections européennes qui n'ont pas d'enjeu national. Il a voulu quand même avoir une dissolution, en sachant qu'il y avait les JO qui allaient arriver, en sachant qu'il allait avoir les JO paralympiques derrière. Donc, peu importe le résultat, est-ce qu'il allait mettre en place un gouvernement après le 7 juillet? Je ne sais pas. En tout cas, il a décidé tout seul, comme ses compagnons de route l'ont évoqué. Le ministre démissionnaire, M. Gabriel Attal, a expliqué que c'était une décision seule du président, sans concertation. Donc il en a payé la facture avec une perte de quasiment 100 députés, l'ex-majorité minorité présidentielle. Et aujourd'hui, il s'entête à s'accrocher au pouvoir. Ce n'est pas au président de chercher des majorités. Mais c'est à lui de nommer un... Vous savez, au Parlement, nous sommes 577. Moi, dans ma circonscription, si je suis amené à censurer un gouvernement ou autre, c'est M. Carlos Martins Bilongo qui va censurer le gouvernement et on va savoir c'est tel parlementaire. Non, mais pardonnez-moi, il y a un mensonge là. La séparation des pouvoirs. Le président nomme un Premier ministre. Oui. On l'a vu dans différents pays. Et là, on est dans une situation inédite. On l'a vu dans différents pays européens. On n'invente pas l'eau chaude en France, vous savez. En Espagne, en Belgique, vous avez parfois un formateur qui a 3 semaines pour former un gouvernement. Récemment, en Belgique, il a échoué. La mission vous dit, vous êtes le formateur. Et ensuite, vous devez former des majorités. Nous sommes prêts à faire des majorités texte par texte. Mais là, mon coup de gueule, c'est 44 jours sans gouvernement, avec des situations dans le pays qui sont terrible. On a parlé des internes, on a parlé de l'école. Aujourd'hui, il n'y a pas de ministre décisionnaire. De ministre décisionnaire aujourd'hui pour apporter des mots sur les mots du pays. Sophie de Menton, avant de vous entendre, Brice Nkonda. Sophie de Menton. Oui, je voulais dire que, je pense un peu comme vous, je commence à en avoir assez, mais il y a plusieurs choses. La première, c'est que je souhaite que le président, dont c'est le pouvoir, nomme un Premier ministre, et je suis bien contente qu'il réfléchisse et qu'il consulte. Je veux dire, aller balancer un Premier ministre à toute blinde en disant, de toute façon, on verra bien, il durera 3 mois, je m'en fiche. Je suis désolée, on peut ne pas être macroniste et considérer qu'il a une attitude raisonnable et normale. En plus, il y a les Jeux Olympiques, bon d'accord, c'est sa responsabilité si ça se... Mais la dissolution, il le savait. Oui, je suis au courant. Et qu'il avait peut-être pas le faire, mais peu importe, c'est mieux qu'il réfléchisse. Deuxièmement, pardonnez-moi, mais il y a un mensonge fondamental. Il aurait pu réfléchir à la dissolution. Pardon ? Il aurait pu réfléchir à la dissolution, ne pas la faire. Non, mais il a eu tort, on est d'accord. Okay. Mais en revanche, il y a un mensonge fondamental. Lequel ? Sur le parti, sur votre parti entre guillemets, parce que vous n'êtes pas de ce parti, vous êtes d'un des partis qui les composent. Il y a une gauche qui est diluée là-dedans, dont on comprend rien, dont un ancien président de la République, je n'ose même pas commenter ce qu'il dit, et là, avec la contradiction de tout ce qu'il a eu à gérer. Vous avez eu, je dis vous, pardonnez-moi, pas vous personnellement du tout, mais il y a eu des attitudes de politique étrangère qui sont inadmissibles, des comportements à l'Assemblée nationale en balançant un drapeau dans l'étranger, dans l'Assemblée nationale, etc. Donc on raconte qu'ils ont une majorité dans le pays, c'est faux. C'est faux. Il y a eu une majorité parce qu'il y a eu des blocs. Une majorité. Oui. Alors, juste Brice Nkonda qui puisse. C'est pour ça que selon moi, le Premier ministre n'est pas destiné à appartenir à cette majorité. Vous parliez de plusieurs mensonges. Il n'y en a pas qu'un seul. Oui. Bon, moi, de toute façon, je pense qu'à ce stade, la France est ingouvernable. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune majorité, qu'on aille à droite, au centre, où on veut, il n'y a pas de majorité, et c'est le résultat de quelqu'un qui n'est pas Machiavel, en fait, parce qu'il a voulu jouer au plus malin, mais c'est pas le cas. Il a mis la France dans la panade. Parce que s'il n'avait pas dissolu, ce qui se serait passé, dissous, oui. Et c'est les Français qui ont voté aussi derrière. Il aurait toujours une majorité relative. Je suis d'accord. Il pourrait éventuellement faire voter le budget en faisant un peu de consensus avec les différents partis politiques. Donc il a véritablement
visiblement mis la France dans la panade. Et pour rejoindre le coup de gueule de Monsieur Bilongo, c'est qu'il a été très rapide à dissoudre. Par contre, pour ressouder tout ça, il met beaucoup de temps. Et s'est pas rendu compte, je pense, de ce qu'il attendait. Non, mais la situation est très très grave, parce qu'aujourd'hui qu'on parle de Bernard Cazeneuve, qu'on parle de Xavier Bertrand, et tous les noms qui sont cités, je n'en vois aucun qui soit susceptible de faire une majorité. Ça sera peut-être un autre, oui. Ça sera Carlos Martins Bilongo, juste pour conclure. Mais oui. c'est pas le sujet. Oui, il n'a pas de majorité. Qui est candidat. Il pourra en trouver une. Carlos Martins Bilongo. Je réponds en tout cas sur la politique étrangère, etc. On a le droit d'avoir des avis différents et ça, c'est le débat. En France, nous sommes en démocratie. Moi, je me rappelle juste de la réforme des retraites où les sondages disaient que 9 actifs sur 10 étaient contre la réforme des retraites. Donc les Français sont d'accord avec des propositions du NFP. C'est une coalition de différents mouvements qui étaient déjà ensemble au moment de la NUPES. Ensuite, je réponds aussi au sujet du comportement au Parlement. Moi, j'étais au Parlement pendant 2 ans. Je me suis fait insulter par un député du RN retourné en Afrique. Il y a eu des comportements aussi des députés. C'était vous, ça? Oui, c'est moi qui me suis fait insulter. Il y a eu des députés. Là, c'était assez nul. Bien entendu, et ce député a perdu. Je suis très heureux qu'il ait perdu. Ensuite, il y a eu un député macroniste qui a fait un salut nazi. On a eu un bras d'honneur de Monsieur Dupond-Moretti. Donc c'est bien. Mais toute l'Assemblée, j'ai pas dit mais que... c'est bien sympa de stigmatiser un député du NFP et LFI, mais un doigt de... Et ne pas serrer la main, pardonnez-moi, ne pas serrer la main. Un bras d'honneur d'un ministre, d'un garde des Sceaux. Non, mais alors... Un bras d'honneur d'un garde des Sceaux. S'il vous plaît, on va devoir reprendre les débats, ces débats un peu plus tard, puisque voilà, il y a les infos qui arrivent dans un instant. On reste avec vous, sans fil de menton, Brice Nkonda et Carlos Martins Bilongo. Et puis avec vous, 0826 300, quel que soit le sujet que vous souhaitez évoquer. Dans quelques instants, on sera avec le maire de Mandelieu-la-Napoule, Sébastien Leroy, après donc la mort tragique de ce gendarme percuté après un refus d'obtempérer. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Et merci, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Les débats de l'été avec nos débatteurs du jour qu'on retrouve dans un instant. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Carlos Martins Bilongo, député NFP La France Insoumise du Val d'Oise. Et Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Avant de retrouver nos débatteurs, la France a tué mon mari par laxisme et par son excès de tolérance. C'est ce que disaient hier les mots très forts prononcés par la veuve du gendarme Éric Comines, tué lundi soir, on le rappelle, après un refus d'obtempérer. Le suspect a été mis en examen pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été écroué. Il dit avoir percuté le gendarme involontairement. Sébastien Leroy, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Mandelieu-la-Napoule. Vous avez rendu hommage hier au gendarme, à votre gendarme du côté de Mandelieu-la-Napoule, avec ces mots très forts, je les donnais, de la veuve de ce gendarme. Cette mort qui laisse aussi deux enfants orphelins. L'émotion qui domine ce matin, c'est quoi? C'est encore le deuil, l'émotion forte, c'est la colère? C'est la consternation et la colère, puisque les deux sont liés étroitement. La consternation d'avoir perdu un serviteur de l'État, de la France depuis 30 ans, qui était en caserne à Mandelieu depuis 17 ans, père de 2 enfants, comme vous l'avez bien rappelé, et qui a perdu la vie dans des circonstances qui ne devraient pas exister dans un pays dit de droit. Elle était forcément très touchante et on ne peut qu'imaginer sa douleur, la veuve de ce gendarme. Hier, lors de cet hommage, vous étiez présent, vous avez été, j'imagine, très touché par cet hommage qui a été rendu à ce gendarme. Naturellement, quand vous êtes face à une mère qui vient de perdre le père de ses enfants, qui vient de perdre celui avec qui elle pensait dans quelques mois bâtir une nouvelle vie, puisqu'il allait prendre sa retraite, qui avait fait des plans, qui avait établi tout un art de vie qui était basé sur le respect des valeurs, et bien aujourd'hui tout est terminé. Et comme elle l'a très bien dit, elle est condamnée à perpétuité, ainsi que ses beaux-parents, ses enfants. Et parce qu'on a laissé dehors quelqu'un qui n'avait rien à y faire, parce qu'on l'a laissé, on lui a volontairement autorisé à rester sur le territoire parce qu'il était en situation régulière, donc on lui a renouvelé son titre de séjour malgré le fait qu'il avait 10 condamnations sur son casier judiciaire. Et maintenant, on commence à nous expliquer que c'est quelqu'un de très bien, qu'il n'y avait pas de problème, etc. Donc comment voulez-vous aujourd'hui qu'il n'y ait pas une colère vraiment très forte? Et parce que c'est pas la première fois, loin de là. Ce sont des faits qui s'accumulent. C'est souvent la même chose, et au final, il ne se passe jamais rien, à part toujours les mêmes grandes déclarations, grandes promesses qui ne sont jamais suivies des faits.
Merci beaucoup, merci monsieur le maire, merci Sébastien Leroy, c'est maire de Mandelieu-Napoule, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Nos débatteurs sont avec nous, je vous les représente, Sophie de Menton, Carlos Martins-Bilongo, Brice Nkonda. Brice Nkonda, ça vous fait réagir ces mots à l'instant du maire de Mandelieu-Napoule, là où officiait ce gendarme qui a été tué, Eric Comines? Monsieur le maire l'a très bien dit, en fait, on a des grandes déclarations d'intention après ce genre d'événement. C'est pas le premier. J'ai l'impression que s'il n'y a pas de changement de fond, ce sera pas le dernier. Donc, il convient de savoir exactement quand on parle de laxisme, de manque de responsabilité de l'État, qu'est-ce que ça recouvre comme réalité. On sait très bien que dans la chaîne sécuritaire, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Je pense pas qu'individuellement, un agent de police ou un juge ou un agent pénitentiaire ne fasse pas du mieux possible son travail. Je pense que chacun est confronté à des problèmes, à des problématiques parfois de manque de moyens. Je pense qu'un agent de police sur le terrain fait ce qu'il peut, mais peut-être que parfois on manque d'effectifs et il y a des situations de stress qui fait qu'il y a des dérapages. Peut-être qu'au niveau du juge, parfois on arbitre en fonction du fait qu'il manque de places de prison parce qu'on n'a pas fait le nécessaire. Donc on va aussi arbitrer en fonction du contexte, mais aussi par rapport aux moyens de répression qui sont derrière. L'agent pénitentiaire, pareil, il est confronté. Donc je pense pas que dans chaque corps de métier, les gens ne fassent pas leur travail. Je pense qu'il y a un univers de contraintes avec lesquelles ils sont obligés de composer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on parle de laxisme, il faut aller regarder dans le détail. Le deuxième point, c'est que je pense aussi que chaque corps de métier a une mentalité, une philosophie différente. Même une idéologie, pardon. Une idéologie différente. C'est-à-dire que quand on est flic et qu'on est sur le terrain, on a besoin de ramener le calme tout de suite, d'avoir des résultats concrets. Quand on est dans un tribunal, on va essayer d'arbitrer en fonction d'un contexte, comment la personne a grandi, quel est son entourage, etc. Si, parce que le jugement, il est quand même pondéré des circonstances. Beaucoup trop. Peut-être beaucoup trop. Mais en tout cas, le fait est que la philosophie et la logique, peut-être l'idéologie, on veut plus mettre les jeunes en prison parce que sinon c'est mauvais pour eux. J'en termine parce qu'il n'y a plus de place. On dit généralement que la police est plutôt de droite, que la justice est plutôt de gauche, et qu'au niveau des prisons, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des philosophies qui sont différentes. Et toutes ces philosophies-là, il faut pouvoir les articuler. Et ce qui manque, c'est la communication entre les différents corps de métiers pour que, au final, le résultat, l'efficacité soit attendu. Et quand on a une guéguerre entre les administrations et que ce n'est pas fluide, il y a des trous dans le process et on arrive à du laxisme et on arrive à ce genre de situation. Sophie de Menton dans un instant, mais d'abord Carlos Martins-Bilongo, vous comprenez comment ce terme l'accusation en termes de laxisme? Déjà, moi, je m'incline par rapport à la douleur de cette famille et cette veuve aujourd'hui, ces enfants qui vont faire une rentrée scolaire sur leur papa, ces collègues du travail qui ont perdu un adjudant et toute une ville aussi, toute une région. Moi, j'y étais pendant mes vacances, pendant une semaine, et c'est vraiment triste ce qui s'est passé. Maintenant, c'est encore une fois, j'aime pas moi réagir à chaud sur un fait divers. Ça fait 30 ans, 40 ans quand même une politique qui est à améliorer. Maintenant, moi, les institutions françaises sont non partisanes. Il n'y a pas une sur la mort de Naël. Alors, je veux pas faire de polémique, mais sur la mort de Naël, vous avez réagi à chaud du côté des Insoumis, non? On a attendu parce que au départ, c'est déjà une réaction à chaud parce que le pays est en ébullition. Vous avez des images qui étaient diffusées une heure après. Moi, vous savez, un enfant de 11 ans ou 12 ans, moi, dans ma circonscription, si un enfant de 8 ans voit des images d'une arme à feu sur un enfant de 17 ans qui lui ressemble, il peut avoir des réactions psychiques et psychologiques pour un enfant. Donc il fallait, je pense, monter au créneau pour essayer de canaliser et de faire comprendre la situation. Là, on a les images. On a les images de la caméra de vidéosurveillance ce matin par BFM TV. Elles sont sorties. Mais sur les réseaux sociaux avant, effectivement, on avait cette vidéo et cette vidéo, elle est terrible. On voit qu'il est fauché. Il est face à cette voiture qui accélère. Bien entendu. Ce gendarme. C'est terrible. C'est terrible. C'est passé. Quand on est arrêté, il y a malheureusement 25 000 refus d'obtempérer. 63 par jour. Chaque année. Ouais. Et les choses est claires, c'est quand on vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez. Peu importe votre condition, pas de permis, pas d'assurance, vous êtes en état d'ébriété, vous devez vous arrêter pour éviter ce cas de figure. Là, le monsieur aujourd'hui, on s'aperçoit que il a débordé de la route, il a foncé sur un père de famille, sur un adjudant. On peut réagir à chaud. On a mis un trait d'union, une comparaison dans le sens où la vidéo pour Naël était disponible 1 minute après. Une minute après, vous avez des vidéos sur TikTok partout. Je suis d'accord avec vous, dans les deux cas, Sophie de Menton. Oui. Je voudrais réagir sur le fond à cette phrase qui dit que la France
est responsable et a tué son mari. Je suis d'accord avec elle. Nous sommes tous responsables. J'en ai par-dessus la tête de l'absence de responsabilité individuelle. Ce n'est jamais la faute de personne. Vous savez, il y a eu une ministre qui disait responsable mais pas coupable. On avait tout dit. Responsable mais pas coupable. Donc c'est devenu quelque chose de terrible, que ce soit dans la rue, partout. Ah oui, mais on m'a bousculé, ah j'ai pas pu, etc. On nous a fait perdre. L'État nous a traités comme des enfants, nous nourrit, finance les uniformes des enfants, nous dit le nombre de fruits et de légumes qu'il faut manger par jour. C'est terrifiant de voir à quel point nous avons été déresponsabilisés et nous arrivons à ça. Personne ne se sent responsable. Quand vous vous faites un peu agresser ou bousculer dans le métro, ça m'est arrivé, vous regardez, il y a 6 mecs assis, il n'y en a pas un qui se lève. Ça dépend, il y en a parfois qui se lèvent. Je suis sûre que vous levez. Brice Nkonda se lève. Oui. J'ai vécu un truc assez amusant dans le train l'autre jour. Je portais une énorme valise, beaucoup trop lourde pour moi, et sur le quai, j'arrivais même pas à la tirer. Il y a des femmes qui sont précipitées, qui m'ont aidé, des femmes qui me l'ont monté dans le truc. Et quand je sors du train, il y a d'autres femmes qui arrivent. Et je dis tout haut, mais enfin c'est incroyable, je suis aidée par des femmes depuis que je trimballe cette valise. Et il y avait des hommes qui regardaient par terre, puis il y en a eu un rigolo qui a dit mais non mais je suis trop loin, sinon je vous assure j'aurais été. On a perdu tout sens de valeur, y compris dans les rapports hommes-femmes. Enfin c'est étonnant. Donc oui, nous sommes responsables. Est-ce qu'on pourrait se poser la question comment éviter ça? Oui, je crois que d'abord il y aurait plus de questions à poser. Qui est capable de décider que un refus d'obtempérer, c'est pire que ça? Parce que moi, j'ai mon pneu qui dépasse dans les clous, j'ai un PV terrifiant. Si je le paie pas, on vient chez moi pour me récupérer le fric. Mais là, le refus d'obtempérer, il y en a plein qui, voilà. Donc, je pense que il devrait y avoir immédiatement incarcéré, refus d'obtempérer, avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles doivent être au-dessus de tout le monde. Quand on touche aux forces de l'ordre, c'est 10 fois la peine normale. Et il devrait y avoir, je sais pas, des prisons, même pas longtemps, mais immédiates. Donc, si on n'agit pas immédiatement avec une solution c'est le cas facile, sur un refus d'obtempérer. Normalement, c'est jusqu'à 15 000 € d'amende et 2 ans de prison. Non, Sauf qu'on a les policiers qui nous disent, ouais, d'expérience, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait un refus d'obtempérer qui a été en prison. Oui, c'est pour ça qu'il faut analyser très précisément pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire. En fait, le sujet, il est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des grandes... Et qui a envie de le faire? Monsieur le maire l'a dit, il y a une question de volonté. Oui. Et la volonté, elle doit se heurter au bon vouloir de chaque administration. Exactement. Et il faut mettre du liant dans tout ça. Parce que c'est une chaîne, c'est une logistique. J'aimerais juste vous faire réagir, s'il vous plaît, parce qu'on a des chefs d'entreprise autour de cette table, sur un tweet qui fait beaucoup réagir. Un tweet de l'Humanité, qui, à propos, justement, du gendarme Éric Comines et de sa mort, tweet ceci: 203e mort au travail depuis le 1er janvier. Est-ce que ça vous choque ou pas? Brice Nkonda, ouais, je trouve que c'est choquant. Un accident du travail? Ouais, je trouve que c'est choquant parce que il y a une dimension morale et politique dans ce qui s'est passé qu'on ne peut réduire à un simple accident de travail. Et le simple fait d'aborder le sujet sous cet angle-là, je trouve que c'est éminemment problématique. Dans les faits, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que ça amène tout un tas de questions sur notre société qu'on évoque depuis quelques minutes, qu'on peut pas éluder. Et donc, je trouve que c'est assez choquant de prendre cet angle-là. Vous avez Sophie Menton, chef d'entreprise aussi. Parce que, oui, c'est un accident du travail. Oui, de fait. Je veux dire, il était en train de bosser, il y a un accident. Mais c'est un meurtre, et le fait de réduire ça, ou de dire dans l'Humanité, c'est un accident du travail, ça enlève tout ce qu'il peut y avoir de désobéissance civile, etc. Et d'ailleurs, cette idéologie est mortifère en France. C'est encore de l'idéologie. C'est le travail qui maltraite, entre guillemets, les salariés. Le travail, on en est resté là. D'ailleurs, il y a des affections du travail, il faut en parler. On nous a tellement expliqué qu'il fallait travailler moins, qu'il fallait partir plus tôt, que c'était épouvantable, qu'on était exploité par les méchants chefs d'entreprise. Enfin bon, ça n'arrête pas, et on a gardé, ce n'est plus dans la révolution, dans l'esprit révolutionnaire qui nous anime, c'est plus les aristos, c'est les patrons. Carlos Martins Bilongo sur ce point-là. Alors déjà, est-ce que c'est une erreur ou pas? À aucun moment, c'est réducteur. Vous l'avez dit, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Vous l'avez dit vous-même. Laissons-le parler. La réalité, les faits sont réels. C'est un accident du travail. Ensuite, l'Humanité aussi traite
le fait que c'est un refus d'obtempérer et que c'est un meurtre aujourd'hui avec une mise en examen qui est aujourd'hui avec ils ça. Ils le disent par ailleurs. Ils voilà, le disent, bien sûr, c'est dit. Sur le tweet, ça c'est sûr. À aucun moment, c'est réducteur. C'est vous qui cherchez des raccourcis là-dessus. Il ne faut pas le faire. Dans l'article, c'est traité. On parle vraiment que c'est un meurtre aujourd'hui et que c'est les réquisitions. Oui, il n'y a pas que ça. Voilà. Mais laissez-moi finir sans me couper, s'il vous plaît. Qui puisse terminer, Carlos Martins Bilongo. On parle de mort au travail. Parce qu'aujourd'hui, nous, même dans le programme, on demande des moyens pour les policiers. Peut-être parler de moyens. Mais si, il faut plus de moyens. Monsieur, il faut expliquer. Mais ça demande des moyens. La volonté va avec les moyens. Vous savez, on parle d'administration, mais c'est les ministères et c'est les politiques qui nous ont guidés depuis 40 ans, les politiques de droite. Hein. Moi, on n'a pas été au pouvoir, moi, dans mon vécu. Pas une politique de droite, c'est une politique française. De droite. On a eu des dirigeants de droite depuis 40 ans. On termine juste là-dessus. Pendant 40 ans, on a une politique de droite. Aujourd'hui, ça nécessite des moyens. Quand un policier meurt au travail, quand un postier, quand une caissière meurt au travail, que peu importe la circonstance, si elle est morte pendant un braquage, c'est un mort au travail. Et ensuite, la circonstance, c'est de ce fait-là. S'il vous plaît, on vous a entendu. Quand vous dites moyens, quels moyens supplémentaires auraient empêché ce crime? Ce monsieur a eu des condamnations. Je ne sais pas, j'imagine. Il a eu des condamnations tous les ans, notamment pour refus d'obtempérer. Il a eu des condamnations. Il aurait fallu prévoir une réinsertion, un accompagnement. Mais non, il faut des moyens. Il faut des personnes en face des personnes. Peut-être qu'il va y avoir un suivi psychologique. Il n'a pas eu de psy en face de lui. On vous a entendu, des accords sur le fond. En tout cas, chacun a pu partager son opinion. On revient dans un instant, 11h18, les débats de l'été. On va parler de politique, on va parler d'économie et on va parler des Jeux paralympiques. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Je vous retrouve lundi prochain, 9h, 10h, nouvel horaire, la vérité en face. On va mettre sur la table tous les grands sujets politiques, sociétaux, économiques, traités avec sérieux et sans tabou. Et vous, vos appels, vos témoignages, 0826 300 300 entre 9h et 10h avec des débats et des interviews. À lundi. Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'actualité de l'été. Ben oui, ça va ensemble forcément, puisque l'été, il y a de l'actualité, beaucoup d'actualité. On poursuit ces débats avec nos débatteurs du jour, qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin jusqu'à midi. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Carlos Martins Bilongo, député Nouveau Front Populaire, la France Insoumise du Val d'Oise. Et puis Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Ça y est, les Jeux paralympiques sont ouverts. Et oui, vous entendez la musique, elle est de retour. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier soir, place de la Concorde, 3h30 de fête, de spectacle, avant que la vasque ne s'envole de nouveau dans le ciel de Paris. Quelques chiffres, plus de 10 millions de téléspectateurs en France. Hier soir sur France 2, 52% de part d'audience. Je ne sais pas si vous avez regardé autour de cette table, cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Oui, j'ai regardé, c'était une très belle cérémonie. Avec de nombreux athlètes paralympiques, des danseurs aussi qui étaient là, des chanteuses, Christine and the Queen. Donc c'était vraiment une belle cérémonie à la Concorde. Et j'espère que ces Jeux seront aussi magnifiques que les Jeux Olympiques. Oui, Brice Nkonda, vous avez rien. Moi, je l'ai pas regardé en totalité, mais j'ai regardé déjà pour savoir si c'était au même niveau que les Jeux Olympiques, un petit peu moins, bien que la cérémonie, comme le dit Monsieur Bilongo, était bien. Ouais, peut-être moins gênant, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Je vais pas ouvrir la parenthèse maintenant. Et non, ce que je remarque quand même, c'est que vraiment pour les Jeux Olympiques, on était dans une parenthèse, c'est-à-dire que tout le contexte politique, on l'avait mis de côté. J'ai l'impression que là, ça n'est plus le cas. Donc il faut quand même rendre hommage à tous ces athlètes. Il y a des vraies performances. Donc je vais regarder, moi, ça m'intéresse de voir les différentes épreuves. Et j'espère que qui ont commencé, ouais. J'espère que le contexte politique ne va pas trop brouiller un peu l'image de ces Jeux paralympiques. Alors, on a déjà eu un appel à manifester le 7 septembre prochain de la part des Insoumis. Je sais pas, Carlos Martins Bilongo, vous y serez vous le 7 septembre pour cette manifestation à la veille de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Les Jeux seront quasiment terminés. On sera la veille de la cérémonie de clôture. Tu viens de le rappeler. C'est à l'appel de la jeunesse. Et du coup, nous, on répond. Ça bien. On répond à l'appel de la jeunesse. Dans tous les cas, ça va être une manifestation pacifique, comme ils s'en déroulent tous les jours en France. Il y a des manifestations tous les jours. Pourquoi donc? Pour que les résultats des jeunes soient respectés. Pour que les résultats des jeunes soient respectés.
Et là-dessus, il y a un désaccord entre vous. On va. Résultat des ça, on a urnes compris. respecté. On a compris. C'est important. Vous n'êtes pas partis en vacances ensemble, je pense, non? Oui. Allez. Bah, moi, je crois qu'ils sont un peu respectés, mais. Bon, allez. En tout cas, on va en parler. La CGT n'y va pas, c'est une bonne nouvelle. Oui. En tout cas, elle ne soutient pas, même si elle espère que la CGT a pas les manifestations en fin septembre. Bon, on va poursuivre, on va conclure sur cette cérémonie d'ouverture quand même des Jeux paralympiques. On va avoir Laurence qui a regardé ça hier soir de Marseille, qui est avec nous au 0826 300 300. Mais d'abord, écoutez ce qu'en a pensé la ministre déléguée des missionnaires chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Fadila Khattabi. Elle était dans le Grand Matin Sud Radio de Jean-Marie Bordry. On était émerveillés devant un tel spectacle. Ils nous ont fait passer plein d'émotions. Ça n'était que du bonheur. Et en fait, le handicap derrière, il s'oublie parce qu'ils nous ont fait partager beaucoup d'émotions, de bonheur. Et effectivement, on les regardait comme n'importe quel autre citoyen. Et c'est pour ça qu'il faut les considérer vraiment. Et j'espère que ça permettra de changer le regard qu'on porte sur le handicap pour pouvoir changer aussi leur quotidien. Parce que les personnes en situation de handicap, elles veulent aussi être considérées comme n'importe quelle autre personne. C'était donc la ministre Fadila Khattabi qui était sur Sud Radio ce matin au micro de Jean-Marie Bordry. Brice Nkonda, ça vous fait réagir? Oui, ce qui me fait réagir, c'est pas que les Jeux paralympiques, c'est aussi les Jeux olympiques. C'est qu'on a voulu nous vendre du bonheur. Alors moi, je veux pas être rabat-joie. C'était vraiment des beaux Jeux olympiques sur plein d'aspects. Tout n'était pas parfait, mais sur plein d'aspects, on a passé un bon moment. Mais on est quand même un peu dans la philosophie du pain et des jeux qui date de l'Antiquité. On donne un peu de la distraction au peuple, mais ça ne résout rien. Donc on nous vend des parenthèses enchantées, alors qu'on sait très bien qu'on est confronté à des problèmes un peu endémiques qui sont liés à notre qu'on évoque ce matin notamment. Donc ça me dérange un petit peu qu'on en fasse des tonnes et des tonnes. Je regardais un peu les émissions, c'est que du bonheur, ça chante la Marseillaise, etc. Moi, j'aimerais bien que le bonheur ce soit toute l'année, pas uniquement pendant quelques jours de trêve olympique. Oui, Sophie de Menton. Je reviens parce que tout est lié entre ces Jeux Olympiques et la situation très difficile que vivent les Français. Je voudrais attirer l'attention sur un remarquable article de Luc Ferry ce matin dans Figaro et qui explique le rapport à la loi et qui mêle des concepts religieux de toutes les religions et qui explique que la loi qui est bonne mais dont le contenu n'est pas douteux ne changera pas d'un iota si ce n'est pas suivi par une observance rationnelle et sèche au seul nom du devoir et d'un commandement. Et je conseille vraiment de lire dans Figaro cette chronique, vous la retrouverez, parce que c'est là justement la responsabilité individuelle qui est en jeu. Il suffit pas d'avoir la loi puis de l'appliquer un peu n'importe comment. Il s'agit de intégrer cette loi, de la faire rejoindre des valeurs qui peuvent être des valeurs religieuses, qu'elles soient catholiques ou musulmanes ou autres, car la loi n'est que le reflet d'une morale et d'une volonté de vivre ensemble. Vous voyez, donc, on a trouvé un coup de cœur finalement, Sophie de Menton. Oui, j'ai mon coup de cœur pour l'article de Luc Ferry. Vraiment, je l'ai relu 2 fois parce que il est très dense. Voilà, c'est à lire. Bonjour Laurence. Bonjour. Bon, on va revenir sur cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Vous avez regardé. Vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie, Laurence? Sur la cérémonie, moi, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé ce mix entre des danseurs valides et non valides. J'ai adoré la Marseillaise avec la traversière, les projections sur la scène, la place de la Concorde en superstar. Et j'ai adoré aussi donc la banane qu'avaient ces athlètes. C'était vraiment, vraiment très chouette de les voir défiler avec autant de joie. Et je n'ai pas regretté de regarder jusqu'à la fin parce que le boléro de Ravel, c'était extrêmement émouvant. Avec un jeu aussi d'images et de couleurs projetées sur cette scène et puis sur l'obélisque aussi, puisque cette scène elle entourait l'obélisque et ça c'est des images aussi marquantes. Tout à fait. Cette scène blanche, le sol blanc au début sur la place de la Concorde, c'était assez extraordinaire. Ouais, Laurence, vous allez... Pas de dérapage, j'assiste. Non mais attendez, parce que il faut pas oublier les dérapages incroyables et insupportables de la première ouverture. Il fallait enlever 3/4 d'heure pour enlever des dérapages qui choquaient le monde entier. Laurence, pour conclure, vous allez regarder un petit peu les épreuves. Vous avez déjà commencé ou vous avez déjà un petit programme? J'ai beaucoup regardé les épreuves des valides et puis je vais regarder celles des Paralympiques avec encore plus d'enthousiasme parce que c'est vrai qu'on ne peut qu'être admiratif devant autant de courage et de détermination de ces personnes.
Eh ben merci beaucoup, Laurence. Juste un petit bémol en fait. Alors allez-y, vraiment que le tableau, que la délégation afghane n'ait pas de femmes. Voilà. Il faudrait qu'un jour. C'est un grand coup de gueule, ça. Vous avez raison. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Il faudrait qu'on en parle. Voilà. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Raison. Ouais, vous avez raison de le souligner, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Laurence. Passez une belle journée. Allez, on reste ensemble. On poursuit les débats de l'été avec vous, Carlos Martins Bilongo, avec vous, Sophie de Menton et Brice Nkonda. On va parler de politique encore. De toute façon, c'est toujours en toile de fond tout cela, avec notamment des coupes budgétaires assez importantes du côté du ministère du Travail. À tout de suite. Ils ont peut-être pas de... Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Benjamin Glaise. Les débats de l'été se poursuivent. Je vous représente nos débatteurs du jour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Carlos Martins Bilongo, député NFP de la France Insoumise du Val d'Oise. Et Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers populaires. Revenons sur cette information révélée par nos confrères du Monde. Gabriel Attal veut raboter le budget du travail de 3 milliards d'euros. Le Premier ministre démissionnaire donc propose de tailler en priorité dans les dépenses consacrées au travail et à l'emploi. C'est ce qui ressort de la lettre plafond envoyée par Attal à sa ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin. C'était en date du 20 août dernier et courrier que Le Monde a pu consulter sur ces économies faites donc sur le dos du travail et de l'emploi. Brice Nkonda, est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est une erreur? Moi, ça me choque à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'en fait, les lettres plafond ont été envoyées alors même qu'on ne sait pas quel gouvernement et quelle va être la ligne politique. On peut expliquer peut-être ce que sont ces lettres plafond. Oui, les lettres plafond, c'est en fait le travail de programmation budgétaire, de préparation du budget par ministère. Il y a une lettre de cadrage, ensuite il y a une lettre plafond qui est envoyée par chaque ministère pour dire quelle va être l'enveloppe budgétaire dont on aura besoin pour faire fonctionner notre champ d'activité. Et en fait, c'est vrai que on a été en dépassement budgétaire l'année dernière. Et pas d'un peu, de beaucoup. Et que là, l'objectif, c'était d'être un peu en dessous. Sauf que là, ça a été, dans la plupart des ministères, je crois que les lettres plafond, c'était ISO. Pour dire on reconduit le budget, ce qui est déjà problématique en soi. Donc là, en fait, on apprend que pour le ministère, aussi l'inflation, forcément, ça a des conséquences. Non, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin tout ça. C'est que en fait, chaque année, on augmente le déficit, donc la dette. On se met dans les mains de créanciers qui sont notamment des fonds de pension anglo-saxons, qui nous demandent en retour de faire des réformes sur le travail, sur les retraites. Donc il y a un sujet comme ça qui est un vrai sujet économique. Et si on met un gouvernement NFP demain à la tête de l'État, on va avoir des dépenses supplémentaires alors qu'on peut pas se les permettre. Que ces dépenses-là, en fait, vont nous mettre encore plus entre les mains de nos créanciers, qui vont nous réclamer en retour. Et donc, en fait, c'est assez problématique. Alors, j'entends la politique du NFP, qui ont aussi des économistes de leur côté, qui leur disent on va avoir une politique par l'offre, et en vous payant plus de salaire, etc., vous allez plus consommer, donc on va plus percevoir en TVA, et donc la machine va repartir. Mais ça n'est pas évident, en fait, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, en fait, le sujet de cette lettre, c'est une illustration de quelque chose de beaucoup plus global. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on perd la maîtrise de notre destin parce que la dette est de plus en plus importante. Ouais, sauf que c'est quand même juste, symboliquement assez fort. C'est la priorité, c'était la priorité d'Emmanuel Macron, le plein emploi. Là, on décide d'une certaine manière de faire des économies sur ce poste-là, du ministère du Travail et donc du travail et de l'emploi. Carlos Martins Bilongo, qu'est-ce que vous pensez justement de type d'économie de ces révélations? Pour l'instant, moi je vous lis ce que j'ai sur Le Monde, effectivement. Pour l'instant, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, on a sur un budget, en l'occurrence. Parce que les économies, il faut en faire. Mais j'aimerais savoir précisément en quoi ça consiste. Je vais m'enseigner. Je vais voir ça. Carlos Martins Bilongo, d'ici là, sur ces économies faites sur le ministère du Travail, est-ce que ça vous choque ou pas? Là, vous parlez de 3 milliards. Tout à fait. Sur la dernière séquence, sur les 5 premières années du mandat de Macron, il a supprimé les CHSCT. Ça a augmenté les CHSCT. C'était avec les inspecteurs du travail. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans la fonction publique qui allaient dans les ateliers pour aller vérifier les conditions. Ils l'ont remplacé, mais en donnant moins de moyens. Oui, c'est vrai. Moins de moyens. Et ça a augmenté les accidents du travail. On a moins d'inspecteurs du travail sur les chantiers et partout aujourd'hui. On a eu récemment Anthony Smith qui a fait un bouquin pour expliquer la situation des inspecteurs du travail. Et à un moment donné, les ministères rabotent à chaque fois le moyen d'action pour protéger les salariés. Et le pays, au final.
Pas partout, parce que par exemple, pour installer des usines, moi je dirige un mouvement patronal, j'ai vu les chefs d'entreprise pendant ces 2 jours au MEDEF, je reviens des 2 jours de l'université d'été du MEDEF, où d'ailleurs, entre parenthèses, il y a une estrade, les chefs d'entreprise sont assis en bas en rond, et puis il y a une estrade où on écoute religieusement. On avait très peu de politique parce qu'ils sont tous des missionnaires. Donc on avait le président du Sénat, Gérard Larcher. C'était à peu près tout, avec un ou deux. Il y a le ministre des Finances qui est venu. Bon, et je suis absolument scotchée. Je pense d'abord que les patrons devraient être sur la scène, 1 ou 2, 3 patrons, pour expliquer les difficultés, pourquoi je peux pas recruter, comment ça se fait que je ne puisse pas décider moi-même avec mon salarié quand il part à la retraite s'il a envie d'être à mi-temps pendant 2 ans, comment je fais pour recruter, j'ai pas de recrutement, vous me dites tout ça, comment je fais avec la négociation, n'importe qui me fait une transaction, ce qui est un progrès pour partir, ça me coûte une fortune et je veux pas qu'il parte. Comment je fais quand j'ai des arrêts maladie en permanence? Et d'ailleurs, on a constaté que quand on a enlevé le droit de carence, il y avait beaucoup moins d'arrêts maladie. Que se fait-il? On m'a posé la question hier. Depuis quand est-ce que les médecins du travail ont le droit de prescrire des arrêts en télétravail? C'est pas un arrêt maladie. C'est non, vous êtes en télétravail. Oui, ah oui, ok, d'accord. C'est pas légal. Voilà, ça vient de sortir. D'accord. Mais c'est fait. On reçoit un truc. Madame Mattel pourra travailler, mais en télétravail. C'est quoi? C'est d'où encore? Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une inversion des choses et que encore une fois, le monde réel de l'entreprise, qui a des difficultés, n'est pas pris en compte et on écoute des politiques qui nous annoncent ce qu'ils ne feront pas et qui nous annoncent pas ce qu'ils vont faire. Bon. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais, je crois que il y a là aussi un dysfonctionnement fondamental. Alors, moi, je suis favorable à ce qu'on supprime et à ce qu'on coupe des crédits dans certains domaines, parce que c'est pas normal. Il y a peut-être des priorités. Oui, je pense que les arrêts de travail, ça doit être moins long, moins remboursé, plus contrôlé. Donc, je suis d'accord qu'il y ait plus de contrôle sur ce point-là. Mais je pense qu'il y a trop d'administration et pas là où il faut. Enfin, moi, j'ai vécu le Covid dans ma boîte et comme tout le monde, et on demande de plus en plus aux patrons, ça c'est très important, et ils sont d'accord. Les salariés veulent que les patrons s'occupent de leur santé. C'est un sondage qui est sorti à l'occasion de J'aime ma boîte, la fête des entreprises, et ils veulent qu'ils s'occupent de leur santé. Et moi, on me demande tout le temps, il y a une épidémie, je fais quoi? Et je vais qui? Et vous avez un médecin pour ça? Et j'ai téléphoné à l'inspection du travail. Ils étaient en télétravail pendant le Covid. Donc, il n'y avait pas un médecin qui pouvait recevoir quelqu'un. Alors, un médecin en télétravail, pas fastoche. Donc, il n'y a pas eu la médecine du travail n'a quasi pas fonctionné. Ils n'ont pas fait de test. Ils n'ont pas reçu. C'est stupéfiant. Brice Nkonda, oui. La notion du travail, elle est fondamentale parce que je pense qu'on perd la notion du travail comme vecteur d'émancipation, le sens qu'on met, l'engagement qu'on met dans le travail de génération en génération. C'est quelque chose qui se détricote et pas que de la faute des jeunes, c'est aussi dû au fait du modèle qu'on leur propose qui est court-termiste, sans vision long terme, où on met un baby-foot, des canapés rouges, etc. Mais qu'en réalité, je pense qu'on traite moins bien les jeunes dans le monde du travail aujourd'hui que dans les années 80, 90. Bon, ceci étant dit, en fait, on a un sujet, c'est que je ne pense même pas qu'on atteigne le plein emploi. Je pense qu'on manipule les chiffres. Mais bien sûr, je pense qu'on incite les gens à créer des entreprises, on incite les gens à aller en formation, etc. Donc on se retrouve. Nous ne sommes pas en plein emploi. Voilà, donc je pense qu'il y a fondamentalement la problématique majeure, c'est la problématique de paupérisation du travail. Et on l'a vu notamment avec les gilets jaunes, qui ne sont pas forcément, sont des gens qui perdent du pouvoir d'achat d'année en année, qui parfois ont des petites boîtes, qui ont un métier qui est tout à fait correct, mais qui n'ont plus la même latitude financière. Donc il y a un vrai sujet sur le travail. Et encore une fois, il faut se méfier des chiffres parce que quand on se balade dans la rue, on n'a pas l'impression que les gens, qu'on est en plein emploi, comme dans les années 60, 70, ont quitté un job pour en trouver un autre tout de suite le lendemain. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Je pense au contraire. Même si dans des secteurs, on pense à des patrons qui n'arrivent pas à recruter aussi. Selon les secteurs, c'est très compliqué. Je pense que sur ce sujet-là, effectivement, raboter déjà sur quoi, pour quelle efficacité. Oui, c'est ça. Ça veut dire. Alors c'est sur le ministère, donc j'imagine que c'est après le ministère qui oriente ces dépenses-là. Écoutez, on verra si on a davantage d'informations là-dessus. Il faut vraiment aller dans le détail. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais Carlos Martins Bilango, pour conclure sur ce débat. On a M. Nkonda qui s'inquiète du programme du NFP. Aujourd'hui, le programme qui est en place, vous êtes du centre, c'est dans votre logique aujourd'hui ce qui se passe. Rassurez-moi aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec tout. D'accord, pas d'accord avec tout, mais dans la globalité, vous êtes d'accord. En tout cas, nous,
on va créer plus de recettes pour l'État. Parlez pour vous, moi, mais je vous dis, aujourd'hui, au pouvoir, c'est le centre, plus ou moins. C'est le centre que au pouvoir. Oui. Voilà, vous êtes du centre. Moi, je suis en tout cas, aujourd'hui, le programme du MFP, d'ici à 2027, c'est 150 milliards de recettes en plus. Par des mesures fiscales. Vous plaisantez. Bien entendu, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non, mais c'est pas d'accord, c'est comment? Comment? Oui. Vous savez, l'ISF. Oui. C'était quoi la promesse? Quelle était la promesse de l'ISF? Ça y est, je prends. Et je vous le dis à chaque fois. À chaque fois, on brandit. Quand on parle, c'est pas caché, hein. Quand on parle de l'ISF, vous le cachez pas au nouveau fonds populaire. Quand on parle de l'ISF, CICE, à chaque fois, on va brandir les TPE et les PME. Moi, j'avais une petite TPE, je suis pas concerné par l'ISF. Il faut dire la vérité. Cet impôt qui a été, c'est une perte pour l'État aujourd'hui. Ça va réinjecter 15 milliards. On l'a transformé en impôt immobilier. 15 milliards. Mais en plus, ça n'a rien à voir. Vous savez, les actifs. On a transporté, on a trouvé le fric dans l'immobilier. Ça n'a rien à voir. Le capital qu'on a en foncier, en immobilier, n'a rien à voir avec les actifs qu'on a économiques. On est d'accord là-dessus. C'est totalement différent. Mais en transformant, en le déplaçant, pourquoi? Parce qu'on savait très bien que tout ce qui était immobilisé de manière foncière n'était pas imposé de la même manière. C'est une belle triche. Très rapidement, parce qu'on a un dernier sujet. C'est 15 milliards de perdus. Pour vous répondre, moi, l'ISF, ils vont tous se barrer, il y aura moins d'emplois, moins de lois, mais ils vont aller nulle part, ils adorent la France, c'est pas juste. Ils vont aller où? Même là, Monsieur Pouyanné, il y a un mois, il a menacé de partir. Avec toutes les politiques qui sont favorables aux grands patrons. Le temps file, de partir. Brice Nkonda, pour conclure sur ce débat. Pour vous répondre, en fait, je suis du centre, mais je me reconnais pas dans Emmanuel Macron et tout l'arsenal gouvernemental qu'on a. Typiquement, il a provoqué des élections. Et il a perdu ses élections. Et donc, je termine. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, il serait logique, comme l'a d'ailleurs proposé Gabriel Attal, qu'on nomme un gouvernement qui n'est pas issu de la majorité, parce que ce serait une incompréhension par rapport au climat et ce qu'attend la population. La population, elle a voté contre Emmanuel Macron. C'est-à-dire, mais après, là où vous vous fourvoyez de votre côté, c'est que certes, vous êtes arrivé premier, parce que c'est quand même un cartel électoral sur le fond. Mais pourquoi le mot cartel, en fait? J'aimerais savoir. Attendez, je termine. Pas cartel. Parce que je ne dis pas ça, moi, de Ciotti et de Madame Le Pen. Je termine. Dites pas cartel. Mais dites pas cartel. Je termine. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut quand même considérer que la majeure partie de la France est plutôt à droite ou au centre droit. Et donc, à partir du moment où on nomme un gouvernement NFP, il va être tout de suite censuré. Pourquoi? Parce qu'il est minoritaire. Malgré tout, que ce soit dans le pays ou à l'Assemblée nationale. Par contre, là où Macron s'est fourvoyé, Emmanuel Macron, c'est que il a dissous. Maintenant, il se retrouve avec une situation qui est inextricable. Et donc, la question, c'est la moins mauvaise solution. Exactement. Et donc, la solution légitimiste, c'est peut-être de nommer un gouvernement si le NFP, pays, comme vous dites, est à droite. S'il vous plaît. Aujourd'hui, on va se poser une question. On va voir si vous êtes d'accord. On va voir si vous êtes d'accord. On parle beaucoup de gouvernement à gauche. S'il vous plaît. On parle beaucoup. Je parle tout seul. On parle beaucoup de gouvernement technique. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt tenir un gouvernement d'élus locaux, par exemple? Vous en pensez quoi? On en débat juste après ça. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été, suite et fin de notre débat avec nos débatteurs Sophie de Menton, Carlos Martins Bilongo, Brice Nkonda. Faute d'avoir trouvé un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron poursuit donc ses consultations. Aujourd'hui, il reçoit un certain nombre d'élus locaux, Carole Delga, Renaud Muselier pour représenter les régions, David Lisnard pour représenter les communes, et puis Martine Vassal nous le disait ce matin, François Sauvadet pour les départements, lui sera reçu cet après-midi. La question qu'on se pose sur ces dernières minutes de débat, la solution vient-elle des territoires? Faut-il un gouvernement d'élus locaux? Parce qu'on entend beaucoup parler de gouvernement technique. Est-ce que un gouvernement d'élus locaux, ce serait une bonne idée? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? C'est la question que je vous pose. Après les avoir approuvés. Alors, Carlos Martins Bilongo, et puis tour de table. Je ne pense pas que les élus locaux auront la volonté de venir sauver Macron jusqu'en 2027. Il les a appauvris. Il a appauvri les communes. Vous avez les différentes communications de l'AMF, l'Association des maires de France, qui a toujours été très offensif par rapport à la gouvernance de Macron. Et je ne pense pas que la solution viendra aujourd'hui. Macron, c'est la fin de son mandat qui se joue aujourd'hui, et personne ne veut être sa béquille pour l'aider à terminer ce mandat. Oui, mais alors Sophie de Menton. Alors, Sophie de Menton, déjà, vous, gouvernement d'élus locaux, je le sens pas. Vous mais le sentez il y a pas, des exceptions. Il peut y avoir un élu local formidable, David Lisnard, pourquoi pas. Mais je voudrais vous dire que, alors là, pardonnez-moi, c'est un raisonnement où il y a un manque de valeur. Mais c'est celui de Wauquiez.
Non mais et alors S'il vous plaît, Sophie, juste dans le micro, voilà, qu'on vous entende bien, c'est important. On m'entend trop en général. Je dis que dire non, je veux pas être la béquille de Macron, c'est nul. Il y a aucune ambition pour le pays. Moi, je veux bien être béquille de n'importe qui si je peux aider le pays. Quand je parle des gens qui ont la même logique libérale que M. Macron, la même logique du centre ou du droit, mais ils ne veulent pas gouverner avec lui. Alors, moi je parle de M. Wauquiez. Ils veulent pas il y a plusieurs sujets. Avant de nous parler du gouvernement d'élus locaux, on nous a parlé d'un gouvernement technique. Et moi, je suis d'accord avec Madame de Menton. C'est pas bon du tout parce qu'en fait, un gouvernement technique, c'est quelqu'un qui n'a pas de ligne idéologique. Donc, il n'y a pas de politique. C'est-à-dire que c'est purement de l'administratif. On déroule, on applique et finalement, il n'y a rien qui change dans la situation. On répond pas au vote des Français. Et on répond pas au vote des Français. Maintenant, quand on parle d'élus locaux, je suis moi-même issu de l'UDI parce que j'aimais beaucoup Jean-Louis Borloo. Et effectivement, dans la concertation concertation de gens qui sont vraiment en prise avec le terrain, avec des problématiques réelles, qui savent faire la part des choses, qui ne sont pas que dans la technique, parce que un des écueils du personnel politique macroniste, c'est qu'on a des gens qui sont certes brillants dans la sphère de l'entreprise, mais quand on les met dans la politique, on manipule de la matière humaine. Avec ils sont même pas brillants dans la sphère de l'entreprise, citez-moi. Alors. Voilà, ça on peut encore en discuter, mais en tout cas, ce sont des gens qui manquent de prise avec l'État, ce qui n'est pas le cas des élus locaux. Et donc, je pense que ce serait intéressant de nommer des personnalités qui sont en prise avec le terrain à différentes strates, parce que les compétences ne sont pas les mêmes, et de différentes obédiences politiques. Pour essayer de trouver un consensus. Écoutez ce que disait Martine Vassal, elle était avec nous tout à l'heure sur Sud Radio, je rappelle, présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Ce qu'elle disait à propos de cette possibilité, d'avoir un gouvernement d'élus locaux. Les élus locaux, vous savez, on vient les chercher très souvent quand ça va pas. Ça a été le cas pendant la crise du Covid, pendant la crise des Gilets jaunes, pendant la crise des agriculteurs. On sert de tampon, que ce soit le maire, que ce soit des présidents d'institutions. Et donc, c'est important qu'on puisse expliquer au président de la République et donner le pouls de la France. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle va mal. Il y a une vraie fracture qui s'est ouverte lors des dernières élections à la fois européennes et législatives. Et donc, derrière, il faut colmater tout ça rapidement. Et pour ça, entendre les élus locaux, c'est une très bonne chose. Les considérer également. Oui, elle est considérée, Carlos Martins Bilongo, au moins, écouter les élus locaux, ils ont des choses à dire. Les écouter, bien sûr. Bien sûr, les écouter. Il a fait dernièrement une conférence, l'année dernière, avec différents maires pour avoir la situation de la France. Mais ensuite, appauvrir les communes de 50 000, 100 000 habitants en récupérant les maires pour les mettre dans les ministères. Non, mais pas les maires, on peut en prendre un ou deux, bon. C'est un début, ça commence par un ou deux. À la fin, on y prend tous. Et comme l'a expliqué Mme Vassal, c'est trop facile d'aller chercher les maires quand on est en difficulté. Dès qu'on n'a pas de réponse à donner, on dit on va brandir les élus locaux, c'est gentil, c'est sympa. Pardonnez-moi, en plus les maires ils sont pas tous géniaux, hein. En tout cas les maires ont des problématiques, ils doivent répondre à des problèmes du quotidien. Moi je salue le travail des maires parce que c'est très compliqué d'être maire, que ce soit 2000 habitants, 20 000 habitants, 30 000 habitants, 50 000 habitants. Ils sont pas géniaux pour gouverner et être ministre. Bien entendu. Pour terminer, mais ils ont un travail du quotidien qui était respectable. De toute façon, il y a quelque chose qui est très clair. Il faut des hommes investis d'une foi dans la République et dans le désir de travailler pour le pays. Et vraiment, la première des choses, c'est de mettre de côté les carrières personnelles et les guéguerres. Moi, je le soutiendrai pas. Hein. Et puis, même si c'est bon, je le voterai pas, hein, parce que ça m'est égal. S'il le dit, je le voterai pas. C'est insoutenable. Et je pense que mettre à l'écart, pardonnez-moi, j'y reviens. Et encore une fois, je ne suis pas du tout RN, qui a une politique économique désastreuse. On peut pas continuer à mettre complètement à l'écart. On leur parle plus. Ils ont pas de poste. On leur demande pas leur avis. Il y a un parti RN invisible à l'Assemblée nationale. C'est la même chose pour les insoumis. Les grands gagnants de toute cette séquence, c'est bien le Rassemblement national. La prochaine fois. On a dit, attention, il y a eu les européennes où ils ont clairement gagné. Les législatives, mine de rien, ils ont pris 50 sièges. Là, toute la séquence, parce que Bardella avait dit, si on n'a pas de majorité, on n'y va pas. Et là, en fait, toute cette séquence leur donne raison. Ils ont le temps de se préparer, ils perdent aucune plume. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va droit vers le RN. C'est ce que vous pensez, Carlos Martins Bilongo, pour conclure? Je ne pense pas, parce que M. Nkonda, encore quand vous passez aux mathématiques, le NFE aussi a gagné 50 sièges en plus. Oui, mais c'est bien. C'est très bien. Pas de majorité. Pas de majorité, mais 50 sièges en plus. Et je peux vous dire que le cirque actuel, quand les Français regardent ça, c'est bon pour eux. Moi, je vous dis, le cirque, c'est quoi? Non, mais de tout le monde. Mais je vous dis, le cirque, c'est quoi? C'est des personnes qui ont un programme qui est assez similaire, qui n'arrivent pas à se mettre ensemble, comme vous dites, pour sauver les Français. Moi, je comprends pas comment M. Wauquiez et M. Macron n'arrivent pas à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous imaginez, pour sauver la France, ils refusent. Donc M. Wauquiez sort de l'Élysée pour dire
rien n'a avancé avec Madame Geneva. Ben voilà. C'est pas grave. On s'est mis d'accord et ça tombe bien je suis plutôt d'accord puisque c'est la fin de ces débats de l'été. Encore une fois, je parle tout seul. Mais donnez-nous les clés. Je ne peux que vous remercier pour la qualité de ces débats. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Non, moi je suis là, voilà, je suis là parce que c'est un plaisir de vous entendre. Carlos Martins Bilongo également, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, député NFP La France Insoumise du Val d'Oise. Merci beaucoup, Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Passez une très belle journée. Dans un instant, nous on reste ensemble sur Sud Radio, les débats de l'été, avec Maxime Troulot qui nous rejoint. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.